Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. School TV Le Mag, une demi-heure sur la scolarité de vos enfants. À chaque fois une thématique forte, une initiative, qu'elle soit sur le plan local, national, voire même international, comme c'est le cas aujourd'hui, toujours avec Alix Nguyen. Salut Alix. Salut Patrice. Allez, on va partir en Inde aujourd'hui. C'est parti pour le sommaire. Emmanuel Macron milite pour la coopération estudiantine entre la France et l'Inde. Êtes-vous tenté par l'aventure, oui ou non? Comment se passe un cursus là-bas? Quelles études supérieures? Élément de réponse dans un instant avec nos deux invités. Quelles sont les différences culturelles? Il y en a beaucoup, effectivement, entre les deux pays. Est-ce que les écoles françaises séduisent la jeunesse indienne? Comment est perçue l'éducation made in France? Concrètement, est-ce qu'on a la cote ou pas? Là aussi, on en parle dans un instant. Et puis, comme dans chaque mag, il y a une loupe. Et la loupe, c'est avec Alix. On parle d'une initiative solidaire de la part de lycéens du Calvados à destination d'Indiens. La solidarité au programme. Dans une dizaine de minutes, dans l'expression orale. Que voici. Et l'expression orale, c'est avec nos deux invités, Fatia Kamoussi via Skype. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes bonjour attaché de coopération éducative à l'Institut français en Inde, qui se trouve plus précisément à New Delhi, et toujours à New Delhi, dans un bureau pas très loin. Fabien Charex, bonjour Fabien. Vous êtes attaché de coopération, bonjour, scientifique et universitaire, donc à cet Institut français en Inde. On a vu la rencontre effectivement entre le président Macron et le Premier ministre indien. On était inquiet pour savoir s'il est question d'éducation ou pas. Et visiblement, il en a été question avec des annonces assez encourageantes pour les deux pays. Cette coopération avec un Emmanuel Macron qui milite pour la venue massive d'étudiants indiens. Est-ce que vous pensez que ça va dans le bon sens? Alors je vais répondre. Oui, ça va dans le bon sens. L'objectif des 30 000, je rappelle, 30 000 étudiants indiens sur le sol français en 2030, ce n'est pas 30 000 étudiants qui viennent tous les ans, c'est un stock qui représente l'accumulation de tous les étudiants inscrits à tous les niveaux d'études. Donc c'est un objectif qui est assez ambitieux. Ça placerait l'Inde au devant de la scène, je dirais, de la population étudiante étrangère en France, puisque actuellement, comme vous le savez, les populations étudiantes les plus importantes en France sont les populations marocaines, chinoises et algériennes. S'agissant du Maroc et de l'Algérie, les liens historiques avec la France expliquent cette présence d'étudiants internationaux de ces pays en France, mais l'Inde n'a pas ce même genre de lien historique avec la France, et ce serait donc véritablement un grand bond en avant, si je peux m'exprimer ainsi, en transposant les choses d'un pays à l'autre. Voilà. Effectivement, vous parliez des chiffres, notamment des étudiants chinois en France. Ils sont, je crois, aux alentours de 30 000. Fatia Kamoussi, il est ambitieux cet objectif de 30 000 étudiants indiens en France à l'horizon 2030, parce qu'en 2016, on le rappelle, il n'était que 4 000. Qu'en est-il aujourd'hui? Alors, pour les étudiants dans le supérieur, c'est plutôt Fabien qui s'en occupe. Moi, je m'occupe de la coopération éducative, qui est le français dans les écoles et les départements de français des universités. Donc, pour les écoles, en fait, jusqu'à maintenant, seules les écoles privées proposaient de la langue française. Et très récemment, en 2022, on a réussi, grâce à un premier accord, à introduire le français dans des écoles publiques, ce qui nous offre des perspectives assez importantes, puisque ce sont des millions d'élèves, ne serait-ce qu'à Delhi. Et nous avons signé le même accord dans le Telangana, et nous sommes sur le point d'en signer d'autres avec d'autres États. Et là, ce sont des perspectives qui vont s'ouvrir de milliers d'élèves qui sont susceptibles de bénéficier donc de la langue française dans le secondaire pour pouvoir aller étudier après dans le supérieur grâce à tous les programmes mis en place par mon collègue Fabien Charex. Fabien Charex, justement, la coopération, on l'a compris, se met en place. Pour cette saison 2023-2024, on compte combien d'étudiants indiens en France? Et pourquoi la France séduit de plus en plus les Indiens? Alors, on estime le flux cette année pour les visas qu'on nomme visas de long séjour pour études autour de 7 000. Donc ça, c'est le flux annuel auquel viennent s'ajouter entre 6 et 7 000 étudiants qui étaient déjà en France,
certains sont partis, en tout cas prévoiront de le faire à la rentrée de 2024. Donc à la rentrée prochaine, on pourrait avoir déjà des estimations autour de 8 000 étudiants, 8-9 000 étudiants, compte tenu de ce calcul assez complexe, je dois dire, entre ceux qui viennent d'arriver, ceux qui sont sur place et qui ne sont pas encore partis, et ceux qui ont terminé leurs études. En gros, on arrive à, en quelque sorte, améliorer la performance des flux annuels en allongeant les études. Si on allonge les études, on a plus d'étudiants sur place déjà, auxquels viennent s'ajouter donc les étudiants nouveaux. C'est pour ça que l'objectif de 30 000 n'est pas irréaliste du tout. Si vous prenez l'exemple, vous avez dit effectivement tout à l'heure qu'en 2016, on était autour de 4 000 étudiants peut-être. Sachez qu'en 2013, il y avait autant d'étudiants indiens en France qu'il y en avait en Allemagne, donc à peu près dans ces eaux-là, entre 3 et 4 000. Aujourd'hui, vous avez 30 000 étudiants indiens en permanence sur le sol allemand, et qui est essentiellement dû, cette différence est essentiellement due au fait que les étudiants indiens étudient plus longtemps en Allemagne qu'ils ne le font en France. Et on essaye justement d'avoir des dispositifs qui permettent d'allonger les études, de faire en sorte que les étudiants indiens restent plus longtemps en France pour pouvoir bénéficier des avantages de leur exposition internationale en France et des méthodes évidemment qui sont utilisées dans les universités. Et Fabien, comment atteindre cet objectif des 30 000 ? Ça commence par quel type d'action ? Est-ce que c'est la promotion des études en France auprès des jeunes Indiens ? Je pense que c'est un élément, là encore, assez complexe, qui engage, d'une part, effectivement, vous avez raison, la recherche de nouveaux publics. Et là, les nouveaux publics que nous avons identifiés sont les étudiants indiens qui sortent du lycée. D'où aussi notre coopération interne très intense avec le secteur éducatif, parce que nous visons là des niveaux d'études, le premier cycle, l'entrée en licence ou dans les bachelors des écoles privées, qui concernent les étudiants qui ont à peine la majorité, ils ont atteint les 18 ans. C'est une catégorie de population qui est étonnamment, du point de vue des Indiens, étonnamment basse en France. Nous avons un déséquilibre entre les étudiants venant d'Inde qui vont en licence et ceux qui vont en master, pour dire les choses rapidement. Et la première chose à faire, c'est d'aller, convaincre ces publics plus jeunes de venir en France de manière un peu plus importante. C'est la première opération. La promotion, on l'a fait tout le temps. Je pense que, et pour répondre encore à votre question, la deuxième chose de plus longue haleine qu'il convient de réaliser, c'est la transformation lente mais profonde de l'image de la France en Inde. Aujourd'hui, la France est considérée du point de vue de son système éducatif comme étant une sorte de gigantesque école de commerce, parce que les écoles de commerce sont pionnières et elles étaient présentes en Inde depuis longtemps. Nous aimerions, nous, faire valoir plus la présence, effectivement, tout en conservant évidemment le volume consacré aux écoles de management et de commerce, mais nous souhaitons améliorer la présence des établissements publics français, des universités, des écoles d'ingénieurs, transformer l'image de la France et transformer aux yeux des Indiens l'image de la France en leur rappelant quand même que, tout comme d'autres pays voisins et amis en Europe, la France est un pays de technologie, un pays de sciences, un pays dans lequel on peut étudier ces matières. Et comme par hasard, ce sont évidemment les matières qui requièrent le plus de temps d'études, et donc celles qui vont nous assurer le même ratio entre les flux et les stocks, pour dire les choses techniquement, qu'on trouve dans d'autres pays européens, en particulier en Allemagne. Encore une fois, c'est vraiment l'exemple de référence pour nous du point de vue de nos stratégies, notre élaboration d'une stratégie. Fatia Kamoussi, pour prolonger justement le propos de Fabien Charex, comment est perçue la France par la jeunesse indienne, par la jeunesse estudiantine indienne ? Alors, la France bénéficie d'une image très positive, mais c'est vrai que, comme beaucoup de postes à l'étranger, c'est très difficile pour nous de nous débarrasser du stéréotype de la France, donc gastronomique, le business, éventuellement pour les écoles privées, un peu tous les stéréotypes. Donc, l'action que nous faisons de concert avec le secteur de coopération universitaire, c'est d'aller faire de l'information, d'expliquer la francophonie, d'expliquer ce que c'est que la France, d'expliquer à quoi sert la langue française,
française, et en Inde et en France, les opportunités professionnelles et d'études. Et en fait, le plus gros de notre travail, c'est de lutter contre ces stéréotypes, quand bien même ils seraient positifs. C'est vraiment d'essayer d'élargir ces opportunités dont peut souffrir et donc limiter les perspectives des jeunes. Mais en tout cas, l'image est plutôt positive, mais malheureusement encore un peu trop stéréotypée. Mais vous travaillez pour ça, effectivement, et votre travail, assurément, va finir par payer. Fabien Charix, vous avez parlé de l'appétence des jeunes Indiens et des jeunes Indiennes, je pense que c'est important de le préciser, pour le cursus scientifique. La France peut être vue, justement, comme une terre de science. Ah bah absolument. Absolument, c'est uniquement une question, je pense, d'exposition de notre système d'enseignement supérieur, qui n'a pas pris cette voie depuis 15 à 20 ans, alors que d'autres pays européens, mais aussi bien évidemment tous les pays anglo-saxons, je pense les grands pays que visent les Indiens comme les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Australie, le Canada, aujourd'hui dans une moindre mesure sans doute, mais en tout cas il en fait partie, ont su mettre en avant l'ensemble des composantes de leur système d'enseignement supérieur, et en particulier la composante scientifique, technologique, d'ingénierie, qui est, on le sait, ce vers quoi tendent beaucoup de jeunes Indiennes et Indiens. Aux États-Unis, aujourd'hui, on estime à 75%, c'est énorme, le nombre d'étudiants indiens qui sont enregistrés admis dans une université et qui étudient ce qu'on appelle là-bas les STEM, les sciences et technologies, 75%. Donc c'est une population à la fois jeune et orientée vers les sciences qui a moins l'habitude, on va dire, de se tourner vers la France pour ses études. Et une grande partie de notre travail, c'est certes la promotion au sens le plus traditionnel du terme, mais c'est aussi un travail de fond dans lequel sont engagés les secteurs éducatifs, les secteurs culturels, toutes les ressources en fait de l'ambassade pour essayer d'imprimer une image, je dirais, authentique de la France en tant que destination pour études. Aujourd'hui, c'est une image qui n'est pas encore complète. Voilà. Et on travaille à cette transformation. C'est, je dirais, notre travail le plus important. Bien, en ce qui concerne les cursus scientifiques, ici en France, on a clairement un problème avec les femmes qui se détournent assez facilement, effectivement, des études scientifiques. Et j'ai quand même le sentiment qu'en Inde, c'est tout le contraire. Au niveau de la proportion, je ne pense pas que les chiffres français de la représentation des femmes dans les études soient foncièrement moins bonnes que les chiffres en Inde. Je dirais que en Inde, la question de la scolarisation au niveau supérieur des femmes est une vraie difficulté. On le rencontre, nous, dans le traitement des avis qu'on donne sur le départ des étudiants indiennes et indiens en France. On est sur une proportion entre 30% de dossiers féminins et 70% de dossiers d'hommes. La question en France, je crois, elle est plutôt du côté du plafond de verre. Les études scientifiques sont relativement bien fréquentées au niveau des études qui mènent jusqu'au master et même après. C'est un plafond qui, je crois, touche plutôt la structuration verticale des études scientifiques que le problème qui se pose en Inde, qui est un problème littéralement, je dirais, qui est associé et qui est d'ailleurs un des éléments que la NEP tente d'aplanir. La NEP, c'est la nouvelle politique éducative de l'Inde qui très clairement a identifié la proportion des femmes dans le supérieur comme étant un problème et un objectif, je dirais, de dépassement. Donc on a sensiblement les mêmes difficultés. Je ne sais pas pour le secteur secondaire, peut-être que Fatia pourra mieux répondre que moi, mais du point de vue du supérieur, les problématiques sont, je dirais, je pense, pas si terribles en France si on les compare à ce qu'elles peuvent être ici en Inde. Fatia ? Alors, on fait un énorme effort, les États font un énorme effort pour encourager la scolarisation des filles, qui reste un réel problème encore en Inde, notamment hors des zones urbaines. Donc, beaucoup d'efforts sont faits. Et le projet que je vous évoquais tout à l'heure, French for All, French for a Better Future, aide non seulement à promeut l'égalité des chances donc pour les élèves d'écoles publiques, donc de milieux défavorisés, mais aussi pour encourager la poursuite d'études des filles. Et donc, on
travaille avec des écoles non mixtes aussi, où il n'y a que des filles pour les encourager à apprendre le français, pardon, pour pouvoir aller vers des études supérieures. Mais ça reste un réel problème auquel les gouvernements locaux font face. Il y a un véritable effort, une véritable communication faite, mais c'est quelque chose qui reste encore problématique. Et pour le supérieur, effectivement, il y a une défection, notamment dans les campagnes des filles après l'école secondaire. Mais si on pousse vraiment dans certaines zones, après la primaire, il n'y a pas grand-chose après l'école primaire. Donc, notre effort, il est fait, effectivement, parce que toutes nos actions, ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure, c'est que toutes nos actions donc, se font sur de la communication par rapport à la France, mais visent aussi à l'égalité des chances, à l'égalité femmes-hommes, l'égalité pour les élèves de milieux défavorisés à travers tous les programmes de bourse qui peuvent être proposés. Et ça, c'est quelque chose qu'on a toujours en tête. Et dans les présentations, voilà, on encourage vraiment les filles. Mais après, c'est le même problème, voilà, d'essayer de créer de l'ambition vers des filières desquelles se détournent en général les jeunes filles. Fathia, vous pouvez nous dire aujourd'hui combien de lycéens indiens apprennent le français et si globalement ils sont plutôt demandeurs pour apprendre la langue? Alors, on est en train de faire une grande enquête là en ce moment, donc ça fait plus d'un mois qu'on a commencé, on a encore un mois devant nous. Donc je pourrais vous donner des chiffres exacts, mais le nombre d'apprenants de français à l'heure actuelle est estimé à 600 000 apprenants. Donc dans les écoles, dans les alliances françaises, etc. Je pense qu'en fait, dans la réalité, il y en a plus, puisqu'il est très difficile d'avoir des données précises en ce qui concerne le nombre d'écoles, quelles écoles enseignent le français, proposent le français ou pas. Ce que je peux vous dire, par exemple, c'est qu'il y a une véritable appétence pour le français, puisque les écoles gouvernementales de Delhi, nous avons signé le contrat, l'accord de coopération en mai 2022, on a déjà plus de 3500 élèves. Et chaque mois, il y en a qui se rajoutent. Donc, il y a un véritable potentiel. Donc, si avec quelques écoles à Delhi, on a déjà 3500 et on va continuer à augmenter, on en aura 1700 dans le Telangana dans quelques mois, ça veut dire on sera au-delà des 600 000, mais les chiffres officiels seront annoncés à l'occasion de la francophonie par l'ambassadeur. Fabien Charex, à tous ceux qui souhaitent franchir le pas, à tous ces jeunes Français qui souhaitent pourquoi pas tenter l'aventure en Inde, vous leur dites quoi? Que c'est l'assurance d'un dépaysement garanti, mais pas seulement? Oui, pas seulement. Je pense qu'il faut dépasser les images qu'on peut avoir de l'Inde. C'est vrai, l'Inde est un pays magnifique dans lequel un certain dépaysement peut intervenir. Et songez vraiment à l'immensité du pays et à la diversité des cultures. Il y a une quarantaine de langues vernaculaires avec toutes leurs déclinaisons. La question, ce sur quoi je les orienterai, en particulier en fonction des études qu'ils poursuivent, c'est sur le rôle que l'Inde va jouer dans le monde de demain. On ne peut pas, je pense, aujourd'hui faire des études de haut niveau, que ce soit des études en ingénierie, des études en management, en commerce, ou des études en art, sans prendre en compte le fait qu'il y a en Inde le potentiel pour devenir une très très grande puissance demain. C'est en Inde que beaucoup de choses vont se jouer pour le monde de demain. Donc, continuer effectivement à utiliser les possibilités d'échange qu'on a, parce que c'est de ça dont on parle le plus souvent, c'est les écoles qui proposent des semestres d'échange, des semestres de découverte, on va dire. Proposer à des étudiants aujourd'hui de le faire dans des pays qui sont traditionnels, c'est très bien, mais il y a en Inde une véritable nouvelle donne, beaucoup d'établissements qui sont devenus des établissements d'élite, littéralement, qui sont capables d'accueillir les étudiants étrangers. C'est une des ambitions de l'Inde, de devenir un grand pays d'accueil pour la mobilité étudiante. Ce n'est pas encore le cas. Et c'est lié en partie à l'image qui, je dirais, date un peu. L'Inde d'aujourd'hui est capable d'accueillir les étudiants et je dirais qu'il doit y avoir un travail qui est fait au niveau de nos collègues de l'ambassade d'Inde en France pour expliquer ces effets d'attractivité qui doivent être ceux de l'Inde d'aujourd'hui. Songez quand même que c'est un système éducatif, enseignement supérieur en tout cas, qui regroupe 40 millions d'étudiants. Donc il y a effectivement des différences entre les établissements, mais il y a suffisamment d'établissements de très très bonne qualité en Inde pour que les établissements français songent un petit peu mieux à promouvoir, je dirais, cette destination pour les étudiants, compte tenu de l'importance de ce pays pour, on va dire, le monde de demain. Voilà. C'est l'heure de la loupe, et la loupe c'est avec Alix.
La loupe d'Alix Nguyen. Alix, aujourd'hui tu nous parles des lycéens du Calvados qui ont mis en place une initiative solidaire à destination de l'Inde. Et tout à fait, pour améliorer les conditions d'éducation des élèves d'une école de Vastan Kunj, située dans un quartier défavorisé de New Delhi. Les lycéens de l'institution Sainte-Marie à Caen planchent autour d'un projet intitulé « Ensemble, construisons leur avenir pierre par pierre ». L'idée, c'est de reproduire en miniature le Taj Mahal et Notre-Dame de Paris à l'aide de briques de construction Lego. Chaque euro donné permet d'assembler une brique et ils estiment avoir besoin de 13 500 pièces pour terminer ce petit chantier. Tous les ans, les élèves de première de l'établissement partent 2 semaines en Inde dans le cadre d'un échange scolaire. Et c'est en 2019, à la suite de ce voyage, et surtout à l'initiative des élèves, que l'association est née. On écoute Ambre Mordant, la présidente de l'association. L'échange au lycée Sainte-Marie de Caen est porté par la documentaliste et a débuté avec la ville de Bangalore en 2012. Puis en 2016, c'est avec la ville de New Delhi et l'établissement DPS Vasant Kunj qu'il a continué. Il a été interrompu pendant 3 ans à cause du Covid. Chaque année, un groupe d'une vingtaine d'élèves part à New Delhi pour 2 semaines. Chacun est accueilli dans une famille afin d'être immergé dans la culture indienne et de pouvoir découvrir la manière de vivre des habitants. De plus, cette immersion permet d'améliorer notre niveau d'anglais, puisque malgré le fait que l'élève accueillant parle un peu le français, nous devons la plupart du temps parler anglais pour se faire comprendre par les familles. Lors de ces 2 semaines, nous avons l'opportunité de visiter de nombreux monuments et musées et nous vivons des moments magiques. Les 3 derniers jours, nous partons visiter le Taj Mahal, puis nous nous rendons à Jaipur avant de retourner prendre l'avion à New Delhi. Nos correspondants viennent ensuite 2 semaines en France aux alentours du mois d'avril. En octobre 2018, le groupe dont je faisais partie s'est rendu dans une école défavorisée d'un bidonville de New Delhi. Là-bas, nous sommes passés par différentes émotions comme la colère et le chagrin. C'est pourquoi, en rentrant en France, nous avons décidé de passer à l'action et de créer Children of India afin de permettre à ces enfants qui n'ont rien de bénéficier d'un minimum d'éducation. Et les fonds récoltés serviront à couvrir les frais médicaux et les salaires des enseignants. Fabien, ce renforcement des liens franco-indiens, il devrait contribuer à renforcer ces initiatives solidaires ? Je l'espère parce que c'est vrai que c'est intéressant. On essaie de travailler, nous, à des initiatives pour des bourses, par exemple, qui n'entrent pas dans le cadre général. On favorise, par exemple, la mise en relation à travers ce qu'on appelle un trust, c'est-à-dire une sorte d'entité qui est capable de collecter les fonds de la responsabilité sociale. Et donc les entreprises, à travers l'ambassade de France, financent un certain nombre d'actions de formation à destination de groupes défavorisés, à destination de groupes qui sont socialement peu enclins, je dirais, à poursuivre leurs études. Donc on a cette action et je l'espère, oui, effectivement. Fatia Kamoussi, il peut y avoir, j'imagine, un système de bourse pour les étudiants indiens qui viennent en France. C'est aussi le cas pour les Français qui désirent continuer leurs études supérieures en Inde. On peut trouver des bourses ? Alors, moi, je voulais vous parler, parce que pour les bourses, pour le coup, ça sera plutôt côté français. Par contre, je voulais vous parler d'un programme qui est peu connu en France, en direction de l'Inde, c'est le programme d'échange d'assistants. Donc, il s'adresse à des étudiants. Et ces étudiants, c'est quelque chose qui est très connu. En général, les gens le font plutôt pour les États-Unis, pour les pays anglophones, le Royaume-Uni. Mais en fait, on a le même programme en Inde. Donc, des étudiants peuvent venir pendant 9 mois dans une école ou un département de français d'université en Inde pour appuyer les enseignants. C'est une expérience assez hors du commun qui fait découvrir donc, le système éducatif, le système universitaire, le pays et beaucoup de personnes d'ailleurs qui sont en Inde, beaucoup de Français en fait sont venus la première fois comme assistants. Il se trouve, j'en parle là parce que pour un peu promouvoir ce programme, puisque côté indien, nous avons chaque année plus de 200 Indiens qui vont en France dans les écoles publiques, donc écoles primaires et collèges-lycées. Et pour l'instant, nous n'avons que 14 Français qui sont venus cette année. Et pourtant, on a beaucoup plus de place et c'est vraiment quelque chose qu'on encourage. Alors, ce n'est pas venir en tant qu'étudiant pour suivre un cursus universitaire, mais c'est une expérience réservée aussi aux étudiants français. À partir de la L3, ils peuvent postuler à ce programme qui est géré par France Éducation Internationale en France et par l'Institut français en Inde côté indien et que j'encourage vraiment. Il y a une indemnité, c'est
une expérience assez hors du commun. Et pour les pays anglophones, voilà, les gens se rusent sur les États-Unis, le Royaume-Uni, alors que l'expérience en Inde est assez extraordinaire. Donc j'encourage tout le monde, voilà, à venir avoir cette expérience pour peut-être un peu, voilà, goûter le pays avant de venir s'inscrire pour un master. Il y a d'excellentes universités ici pour faire un master, un doctorat Et justement, quels sont les retours d'expérience que vous disent les étudiants? Qui viennent ici, oh, ils adorent. Il y a une bonne demande de renouvellement et en ce moment, on est en train de faire la promotion justement. Donc, on a des témoignages d'assistants de français. Alors, c'est pas toujours facile. Chaque fois, dans le lot, il y a une ou deux personnes qui a du mal, mais pas. Enfin, alors, elle a du mal parce que l'Inde, voilà, c'est un choc culturel assez important. Mais en général, voilà, les gens adorent cette expérience. Adorent sortir comme ça de leur zone de confort, c'est ce qui ressort le plus. Et on a plusieurs personnes qui renouvellent une deuxième année pour rester. Alors en général, on essaie de les changer de ville comme ça, parce que comme le disait tout à l'heure Fabien, il y a une telle diversité. En fait, chaque État, c'est comme un pays à part entière. Donc on essaie de les changer pour qu'ils aient une expérience un peu différente. Et ils vont passer de Delhi à Goa, de Calcutta à Chandigarh, des choses comme ça. Mais en tout cas, les expériences sont très, très positives, même si quelquefois le choc culturel, on voit qu'ils sont un peu déstabilisés au départ, mais on les accompagne. Ils sont accompagnés presque au quotidien par les attachés de coopération universitaire, donc, qui font partie de mon équipe. Donc il y en a un dans chaque zone, il y en a 4 en Inde, et ils sont accompagnés vraiment au quotidien. Il y a des visites, il y a des réunions, il y a de la formation pour pouvoir prendre en charge les élèves, même s'ils ne donnent pas des cours, ils accompagnent vraiment juste les enseignants, mais pour faire des activités ludiques, etc. Donc ça, c'est vraiment un programme qui est méconnu en France pour l'Inde et que je voulais en dire un mot. Compris, et on le relaiera avec notre plus grand plaisir. Alix. Fabien, pour atteindre cet objectif des 30 000, est-ce que ça devrait aussi passer par une plus grande reconnaissance mutuelle des diplômes entre la France et l'Inde ? La reconnaissance existe. L'Inde et la France ont signé en 2018 un accord de reconnaissance mutuelle des diplômes. Donc, il y a, contrairement à d'autres pays comme l'Allemagne, par exemple, qui ne reconnaît même pas le baccalauréat, enfin le certificat de fin d'études secondaires indien, en France, on n'a aucun problème. Depuis le bac jusqu'aux études doctorales, il y a une reconnaissance mutuelle complète. Fathia, on a parlé en début d'émission, effectivement, et vous en parliez il y a un instant, et c'est peut-être dur à résumer, de ce choc culturel quand on va en Inde, effectivement, les deux cultures qui sont totalement différentes. Est-ce qu'il y a une philosophie derrière l'enseignement, de manière générale, en Inde, qui est vraiment différente d'ici en France ? Oui, il y a, enfin, moi, dans le secondaire, je parle pour le secondaire, c'est plutôt le système anglo-saxon avec beaucoup de compétition, beaucoup de pression aussi pour les élèves, pour la réussite. Les parents sont prêts à sacrifier beaucoup pour les études, pour la réussite de leur enfant. Et c'est vrai que moi, je viens de l'éducation nationale et on est sur un tout autre accompagnement des élèves. Alors, effectivement, on les mène vers l'excellence, on veut leur réussite, mais la pression qu'il peut y avoir ici pour les élèves indiens, voilà, et peut être un choc parce que beaucoup des assistants nous disent ça en disant mais en fait ils font que travailler, etc. Alors qu'en fait ils sont là pour leur apporter de la culture. Et d'ailleurs, bon, même si c'est pas vraiment en lien, mais par exemple de plus en plus de parents indiens inscrivent leurs élèves dans les lycées d'enseignement français, donc les lycées français ici, parce qu'ils aiment bien cette attention à l'enfant, au bien-être de l'enfant, le développement de l'esprit critique, etc. Parce qu'ils veulent sortir de ce monde un peu de compétition. Mais il y a une forte pression sur les élèves qu'on n'a pas trop en France. Enfin, on a moins dans la culture en France. Et ça peut être c'est le plus gros choc, je pense, au niveau pédagogique pour les assistants. C'est vrai, Fabien Charex, on parle souvent de l'esprit de compétition, la compétition qui est instillée ici en France, mais c'est un tout autre monde quand on parle de la Chine, des pays qui, effectivement, avec une culture anglo-saxonne, ou encore de l'Inde, c'est vrai ? Absolument, c'est la même chose qu'on pourrait vous décrire en Chine. Je vais tout à fait dans le sens de ce que Fathia vient de dire. Au niveau du supérieur, vous n'imaginez pas, enfin, l'entrée à chaque niveau d'études, que ce soit en licence ou en master, est sujet à une compétition d'ordre national. Pour entrer dans les meilleures universités centrales et publiques en Inde, c'est un concours qui était terrible, je dirais, qui est relayé par d'autres types de concours,
pour entrer dans des cursus spécialisés en ingénierie ou dans d'autres domaines. En France, on a évidemment le système dual de l'université et des classes préparatoires. Il faut imaginer que les classes préparatoires, c'est partout en Inde. Et vous avez même un système qui est un petit peu perverti dans la mesure où, y compris dans le secondaire, s'est installée toute une industrie de l'aide des cours à domicile, de la préparation à l'examen, de la préparation à la fois pour les tests indiens, mais aussi pour les tests étrangers. Et c'est vrai que dans ce cadre, l'offre de formation qu'on propose pour la France, elle sonne un peu différemment. Pour nous, un étudiant indien va être examiné, évalué avec son dossier individuel et pas nécessairement avec un test qui est un test coup près, dans lequel, imaginez-vous par exemple que pour entrer dans une université comme Delhi University, il faut avoir réussi plus de 100% au test de fin d'études secondaires. Donc régulièrement, c'est entre 101, 102% et 98% qui est la coupure pour prendre les étudiants. On a parfois ce genre de problème au bac français. Hein. Il y a des étudiants qui ont 21 sur 20 régulièrement. Ben, imaginez-vous que ce sont ceux-là qui peuvent entrer dans ces universités et pas les autres. Donc vous imaginez que le système français présente quand même beaucoup d'avantages si on le compare à cette compétition. Je m'inscris tout à fait dans ce qu'a dit Fathia. C'est une compétition qui peut paraître assez effrayante. Moi, avec mon petit 15, j'étais ridicule. Tout va bien. Merci beaucoup. Merci infiniment à tous les deux. Fabien Charex, attaché de coopération scientifique universitaire à l'Institut français en Inde. Un grand merci à vous également, Fathia Kamoussi, attachée de coopération éducative à l'Institut français de New Delhi. Vous nous rappelez rapidement le nom du programme dont vous nous avez parlé, Fathia? French for all, French for a better future. French for all, French for a better future. Ah, je suis presque arrivé. Merci infiniment. Je me suis foiré. C'est pas grave. Alix, on se retrouve demain. Salut, merci de nous avoir suivis. Ciao.